Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette toute dernière édition de la rédaction, sommaire de l'actualité. Nous sommes le 20 juin, 6 jours, donc exactement à 6 jours du 27 juin, la date la plus importante du calendrier de notre pays. Et la journée mondiale des réfugiés est célébrée le 20 juin de chaque année. Le nombre de réfugiés et de déplacés ne cesse de monter. Et les États-Unis qui se retirent du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Nous sommes aujourd'hui le 20 juin, exactement à 6 jours du 27 juin, la date la plus importante du calendrier en République de Djibouti, puisqu'elle marque l'avènement de l'indépendance de la République le 27 juin 1977. Une indépendance accordée aux pays africains dans les années 60, mais toujours repoussée en ce qui concerne Djibouti, et pourtant les revendications djiboutiennes datent des années 50. Le mouvement indépendantiste verra un de ses points culminants lors de la visite à Djibouti du général de Gaulle en août 1966, où les Djiboutiens ont clairement fait entendre au numéro 1 français leur volonté d'indépendance. Retour en images sur cette journée mémorable où de nombreux Djiboutiens tombent sous les balles des militaires français. C'est au cri d'indépendance que les Djiboutiens ont accueilli le général de Gaulle. Le mot de trop pour le général qui s'attendait à un accueil plutôt sympathique. Les autorités coloniales locales n'ont pas prévu cet aspect des choses et furent pris au dépourvu. Le cortège du général de Gaulle traversait donc la ville au cri de l'indépendance des Djiboutiens de tout âge, brandissant des banderoles de la même nature. Une manifestation prévue devant la chambre de commerce est violemment réprimée et le soir venu, une chape de plomb s'abat sur la ville. La Légion étrangère tombe sur la ville et prend d'assaut tous les quartiers de la ville, tuant sur tout ce qui bouge. On dénombrera des centaines de victimes. Dès la nuit tombée, un couvre-feu est instauré. Il n'est même plus possible d'enterrer les morts. Il faut attendre le lever du soleil et garder les cadavres à la maison. Le moindre mouvement de personnes et la Légion tire sans distinction sur des civils sans armes. Personne ne connaît le nombre exact de victimes parce que les cadavres dans les rues étaient ramassés par les véhicules de l'armée française et enterrés par les soins des services de la voirie coloniale de l'époque. Aucune enquête indépendante non plus n'a été faite sur cette nuit de l'horreur. La soirée du 26 août 1966 est bien sûr la journée du 25 août. La suite fut tout aussi douloureuse. Déportations, rafles se succèdent. Les centres de triage entourés de barbelés font leur apparition comme le rideau de fer qui servira de ceinture désormais à la ville de Djibouti. C'est le début du régime de la terreur qui tentera d'étouffer les vœux d'indépendance des Djiboutiens. Mais pour combien de temps ? Parce que la lutte des Djiboutiens ne s'arrêtera jamais jusqu'à la victoire du 27 juin 1977. C'est ce que les jeunes Djiboutiens doivent savoir, que nombreux Djiboutiens ont donné ce qu'ils avaient de plus cher, leur vie, d'autres ont souffert pour que nous puissions vivre aujourd'hui libres et souverains. Et Ali Abdillah est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Adi. Bonsoir Asma. Et on revient avec vous donc sur ces différentes grandes lignes donc, qui a marqué l'avènement de l'indépendance. Effectivement, donc une page d'histoire Asma qui se raconte pour la mémoire des jeunes générations. Nous sommes aujourd'hui le 20 juin, soit une semaine de la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance du pays. Le 27 juin 1977 marque donc l'avènement de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale. C'est dans la nuit du 26 juin 1977 à minuit qu'a été hissé donc le drapeau national du nouvel État appelé Djibouti. Ici, la grande majorité des États donc africains ont obtenu leur droit à se prendre en charge et s'auto-gouverner dans les années 60 après avoir grandement contribué à la défaite de l'Allemagne nazie du Troisième Reich. Les promesses qui leur ont été faites pour recouvrir leur liberté ont très vite donc été oubliées par les puissances coloniales. Il leur a fallu donc engager une longue lutte armée pour bouter hors de leur terre ces colons dominateurs et arrogants pour qui exploitent les richesses des pays occupés à leur seul profit. Eh bien, c'est d'ailleurs dès la fin de la Seconde Guerre mondiale de 39-45 que les premières revendications nationalistes ont été donc émises. S'ensuivent emprisonnement des leaders, des intellectuels et syndicalistes, des tueries et des massacres à grande échelle.
Ceux qui s'estiment être donc des races supérieures aux autres et soumettent à leur joug d'autres êtres humains n'entendaient bien sûr ne rien céder à leur suprématie raciste dominatrice, voire prédatrice. À Djibouti, donc, les revendications pour l'acquisition de l'indépendance et la souveraineté nationale remontaient justement aux années 50, juste peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des hommes, des femmes ont organisé donc les premières manifestations. Ils ont osé dire non aux esclavagistes, aux exactions, aux soumissions des Blancs, dire non aux inégalités, aux souffrances cachées, aux humiliations. Faut-il croire que des hommes donc et des jeunes femmes de foi et de conviction ont été les premiers donc à dire non? Ils ont sacrifié leur vie pour que cette flamme de l'indépendance ne vacille jamais et que le flambeau donc soit repris par d'autres valeureux et dignes concitoyens mus par leur fierté d'être donc les natifs de ce pays et des défenseurs des vraies valeurs transmises de père en fils, de génération et génération. Eh bien, le peuple leur a été éternellement reconnaissant. C'est lors donc du passage, on les voyait sur les images du général de Gaulle le 26 août 1966 que ce cri ont fortement donc ébranlé l'administration coloniale qui a été quelque peu surprise par l'ampleur des revendications des nationalistes. S'en suivent donc des tueries sans sommation et sans état d'âme, les déportations et disparitions, l'utilisation également d'une force disproportionnée, les sorties donc des blindés, l'imposition d'un couvre-feu et le placement des fils de fer barbelés électrifiés dans certains secteurs de la ville pour interdire l'accès aux zones jugées sensibles pour l'administration coloniale et aux habitants donc du quartier comme le plateau du Serpent, mais également cette partie de la ville. Eh bien, les hommes de la Légion étrangère de l'armée française ont été les premiers à sévir, mais d'autres unités de la marine, de l'armée de terre ou de l'armée de l'air ont été mobilisées donc cette année pour ramener le calme au plus vite. Les colons blancs devaient être rassurés alors que le pied noir en Algérie venait de perdre ce qu'ils croyaient à jamais être leur terre. Les historiens expliquent également ainsi les raisons des exactions et brutalités commises donc à Djibouti. Si les noms de certains leaders sont à jamais donc gravés dans nos mémoires ici à Djibouti, aucun bilan sur le nombre de morts, des disparus, des déportés, des torturés ne sera établi. Terrible donc inconnu ici, il fallait plus d'audace, plus de sacrifices, plus de douleur, un nouveau référendum pour l'indépendance pour que la partie soit gagnée et que le drapeau national puisse enfin être ici à Djibouti un certain 27 juin 1977. Merci Ali pour ce rappel des grandes lignes qui ont marqué l'événement de l'indépendance. Et la fête de l'indépendance est avant tout un jour de mémoire à nos martyrs sans lesquels nous ne serions libres et souverains aujourd'hui. Pour cela, nous nous devons de glorifier ce jour et témoigner de notre amour pour la mère patrie, le drapeau national hissé sur nos maisons et dans nos rues. En effet, effet du ramadan ou pas, il n'est même pas encore tout à fait visible. Une équipe de la RTD est allée sillonner ce matin les rues de notre capitale. Regardez. À J-6 de cette importante date pour laquelle, comme nous venons de le voir, de nombreux Djiboutiens ont payé de leur vie, aucun drapeau ou très peu ne sont perçus sur les façades des immeubles à Djibouti-Ville. Il s'agit là peut-être de l'effet du petit ramadan ou Shawwal que nombre de nos compatriotes continuent d'observer et qui s'achève demain, mais cette fièvre de la célébration du 27 juin n'est encore perceptible. Raison pour laquelle la maire de Djibouti-Ville a demandé aujourd'hui, par voie de communiqué, le ravalement des façades comme à l'accoutumée à l'occasion des fêtes d'indépendance. Dans ce communiqué, la maire de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, demande aux propriétaires d'immeubles de procéder rapidement au badigeonnage de leur immeuble avant le 27 juin. À ce propos, les façades de nos immeubles commencent à changer de look. Certains optent pour la nouvelle méthode en vogue ces derniers temps, celle du recouvrement plastifié qui enveloppe totalement la structure de l'immeuble, lui donnant un visage neuf, plus moderne et plus attractif. Les hôtels, les grands magasins ou restaurants recourent à cette méthode alors que d'autres optent pour la peinture, comme ici au bâtiment du ministère de la Communication. Toujours est-il que les drapeaux restent grands absents des rues de la capitale, espérant que dans les 6 jours à venir, cet oubli sera réparé.
Et je vous emmène à Addis Abeba cette fois où un sommet de l'IGAD s'ouvre dans la capitale éthiopienne pour trouver une solution de sortie de crise au conflit du Sud-Soudan. La réunion qui se tient sous l'égide de l'IGAD doit permettre la rencontre entre l'actuel président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Des nombreux chefs d'État seront présents au sommet de l'IGAD et à cette occasion, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Mohamed Idriss Farah, nous fait le point sur ce sommet au micro de notre envoyé spécial Fatouma Salah. Écoutez. Essentiellement à la question du Soudan du Sud. Nous espérons beaucoup de ce sommet à laquelle prendra part le président de la République lui-même, qui va participer à ce sommet. Et l'idée de ce sommet extraordinaire est de permettre aux deux leaders, le président Salva Kiir et Riek Machar, qui est son principal opposant et ancien vice-président, de trouver un terrain d'entente politique. Et c'est la raison pour laquelle les chefs d'État de l'IGAD ont décidé demain de tenir cette session extraordinaire ici à Addis Abeba, à laquelle bien sûr le président de la République et sa délégation prendront part. Ce sommet sera précédé par la réunion des ministres des Affaires étrangères le matin, et dans l'après-midi le sommet débutera, et nous espérons trouver que les chefs d'État vont finalement, avec la volonté des uns et des autres, notamment de la partie du Soudan du Sud, trouver un accord politique qui permettra de trouver une paix durable pour nos frères et nos sœurs du Soudan du Sud. Il y a également de prévu, en marge du sommet de Mauritanie à Nouakchott, un sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, consacré au Soudan du Sud, et à laquelle Djibouti est membre. Je rappelle ici que notre pays est membre élu du Conseil de paix et de sécurité depuis janvier dernier, et donc nous allons essayer, à la lumière des déclarations et du contenu de ce sommet de l'IGAD, emmener au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à la fin de ce mois-ci, pour justement permettre que la paix revienne dans ce pays frère. Effectivement, Djibouti, le président de la République lui-même, joue un rôle important en matière de paix et de sécurité dans notre région. Vous savez le rôle que nous jouons en Somalie, mais également nous avons un rôle similaire au Soudan du Sud, à laquelle le président de la République tient particulièrement, qui est une paix durable dans la région, afin de permettre l'intégration africaine espérée par le continent africain, et à laquelle notre pays a signé d'ailleurs à Kigali la zone de libre-échange économique africaine. Et donc c'est dans cette perspective que le chef de l'État vient à Addis Abeba, et c'est aussi la première réunion du nouveau Premier ministre éthiopien en sa qualité de président de l'IGAD, qui va présider cette réunion, et le président a voulu d'une part finaliser la paix au Soudan du Sud, et également être présent lors de la première réunion de son collègue et ami, le Premier ministre éthiopien, et nous espérons que ce sommet donnera des résultats positifs. La journée mondiale des réfugiés est célébrée le 20 juin de chaque année. Le nombre de réfugiés et de déplacés ne cesse de monter. Selon le HCR, les violences, les guerres et les persécutions ont propulsé le nombre des déplacés et des réfugiés dans le monde à 68,5 millions de personnes. Les principales raisons sont les conflits qui ont éclaté en Syrie, au Yémen, en Somalie et en Irak, et qui se poursuivent en Afghanistan, sans oublier les exactions que subissent les musulmans de Birmanie, les Rohingyas. À l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui cette journée mondiale des réfugiés, avec pour thème cette année « Tous avec les réfugiés ». La cérémonie de solidarité avec les réfugiés s'est déroulée à l'Institut français Arthur Rimbaud. Elle a été conjointement organisée par l'ONARS et le HCR. Le 20 juin de chaque année, le monde commémore la force, le courage et la résilience de millions de réfugiés. C'est aussi l'occasion pour le grand public de montrer son soutien aux familles déracinées. Cette journée est aussi dédiée aux personnes qui ont trouvé refuge à Djibouti, qui se trouvent à Holhol, à Ali Adé ou au camp Al-Markazi à Obok. Au menu de la journée, des chants et des danses traditionnelles, mais aussi des sketchs et des messages de remerciement des représentants des réfugiés au président et au peuple djiboutien pour leur accueil et solidarité. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, a parrainé cette journée pour les réfugiés, où plusieurs personnalités ont participé à la cérémonie, dont les représentants du HCR, de l'OIM, du PNUD, de l'UNICEF, ainsi que le secrétaire général du ministère de l'Éducation et le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Daraj.
Le ministre de l'Intérieur, Hassan Al-Mohamed, dans son intervention, a rappelé que la République de Djibouti a toujours été aux côtés des réfugiés, qu'elle accueille et choisit comme ses propres enfants. Voici ses propos. Je voudrais transmettre le message de son Excellence le Président de la République de Djibouti qui m'a chargé, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, de transmettre ces salutations à tous les sœurs et frères réfugiés. La République de Djibouti a toujours été à la pointe de la protection et la recherche de solutions durables en faveur des réfugiés. Je le dis donc avec fierté. Le cadre d'action globale en faveur des réfugiés a été une avancée majeure dans la protection et l'assistance aux réfugiés. C'est grâce à ce cadre d'action globale que les réfugiés ont été intégrés dans le système d'éducation et de santé publique au même titre que les Djiboutiens. Conformément à la volonté du chef de l'État, Son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, la loi sur la protection des réfugiés et les 2 décrets d'application ont permis de renforcer la pleine jouissance des droits fondamentaux des réfugiés. Ainsi, lundi dernier, nous avons pu permettre à de nombreux jeunes réfugiés d'accéder à une activité génératrice de revenus grâce au projet d'autonomisation de jeunes locaux et d'intégration des réfugiés avec le soutien de l'OIM et le gouvernement belge. Et cette réaction recueillie juste après cette cérémonie, celle du directeur exécutif, du secrétaire exécutif de l'ONAR, Hussein Hassan Dalal, qui a dans son intervention indiqué, je cite, « Notre président a instauré un droit pour les réfugiés qui se trouvent à Djibouti. Matin et soir, nous sommes mobilisés afin de leur venir en aide, a-t-il dit. Et grâce à Dieu, Djibouti est connu pour son aide envers les réfugiés et nous sommes en avance sur plusieurs pays dans ce domaine pour accueillir chaleureusement les réfugiés. C'est donc une grande tâche honorable. Nous remercions, a-t-il dit, le président Guelleh, la première dame, Mme Khadra Mohamed Haid, et à notre ministre de l'Intérieur qui est en permanence à nos côtés pour faciliter la fonction. Même les réfugiés sont au courant des différentes choses que l'on fait pour eux. De notre côté, nous nous efforcerons de rendre la vie des réfugiés meilleure jour après jour. En nouvelle nationale, toujours en marge de la célébration de cette journée, une vidéo a été projetée relatant l'historique et l'avènement des réfugiés installés à Djibouti. Cela remonte depuis la guerre de l'Ogaden en 1917, où des déplacés de guerre suite au conflit qu'a opposé la Somalie à l'Éthiopie. Cette guerre a fait fuir des milliers de personnes somaliens ou éthiopiens qui ont trouvé refuge en République de Djibouti dans les années 80. Malgré son peu de moyens, la République donc naissante, Djibouti s'est montrée généreuse et hospitalière et a su résorber ce flux migratoire sans commune mesure. Au fur et à mesure, les réfugiés se sont intégrés au sein de la population, voire naturalisés, certains d'entre eux avec à la clé une éducation en bon et due forme pour leurs enfants depuis l'arrivée à la magistrature du président Guelleh. Fervent défenseur de la cause des réfugiés et des droits humains, en général, Djibouti n'a pas manqué à son devoir de terre de rencontres et d'échanges en accueillant une fois encore les réfugiés fuyant les affres au Yémen tout récemment, suite à l'appel solennel du ministre de l'Intérieur à la communauté internationale qui a déclaré en substance que notre pays est volontaire à accueillir malgré peu de ressources ces populations déplacées yéménites. Tout cela donc a été le maître mot de ce documentaire projeté ce matin à l'Institut français Arthur Rimbaud, marquant la célébration de la journée mondiale des réfugiés. Dans l'actualité également, cette période de grande chaleur, la vigilance et de rigueur pour éviter les sinistres, d'autant que le Khamsin commence à souffler. Et ce Khamsin donc rend en outre la mer agitée, la visibilité est réduite. Les usagers de la route doivent rester vigilants.
Les personnes prenant la mer en cette période de Ramsin doivent s'informer à des conditions météorologiques. Constamment sous surveillance et les enfants ne doivent pas donc manipuler les allumettes ou les briquets pour éviter tout risque d'incendie fréquent donc en cette période de grande chaleur. Je vais vous dire que le Khamsin a débuté le 13 juin dernier. Par rapport à l'année dernière, il est en avance. L'année dernière, en 2017, il avait commencé le 25 juin, c'est-à-dire 2 semaines d'avance. Le Khamsin débute, la deuxième semaine du mois de juin, et puis c'est terminé à la fin du mois d'août. Mais parfois, ça continue jusqu'à la première semaine du mois de septembre. Le vent est fort, ça veut dire entre 25 à 35 km par heure, mais parfois aussi le maxi est à 65 km par heure. La visibilité est très réduite et il faut faire attention, je dirais attention, surtout les gens qui partent à la mer. Il faut qu'ils consultent, il faut qu'ils nous téléphonent en demandant des renseignements, quelle est la force du vent, parce que parfois le vent est très fort et c'est atteint à 65 à 70 km par heure. La visibilité est très réduite. C'est-à-dire, parfois on arrive à 100 mètres, c'est-à-dire moins. Et moi, je dirais aussi, les gens qui conduisent les voitures aussi, il faut faire attention en conduisant tout doucement. Les gens qui sont au foyer aussi, il faut faire attention, il faut fermer la porte parce que le vent est fort. Parfois, ça crée du feu au sein des maisons et ça peut rendre les gens sinistrés, quoi. Et j'ajouterais aussi que les prévisions qu'on donne aujourd'hui, c'est les 3 jours à venir. Ça veut dire d'aujourd'hui jusqu'au 22, le Khamsin va continuer, il sera fort à modérer avec une visibilité très très médiocre. Dans le reste de l'actualité, le camp Cheikh Ousmane a abrité ce matin une cérémonie de décoration à l'endroit de M. Moussa Abdoulaye Awale, entrepreneur et prestataire de services au profit des 2 bataillons djiboutiens déployés en Somalie. Cette cérémonie, présidée par le général de corps d'armée Zakele Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a vu la participation du général de division Ousmane Soubaglé, chef d'état-major de la défense, du général de brigade Tahir Ali Mohamed, sous-chef d'état-major de la défense, du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller donc du chef d'état-major général des armées, ainsi que des hauts responsables militaires des forces armées djiboutiennes. Était également présent le colonel Mohamed Berkhat, commandant du secteur 4 de la région Hira, où sont déployés nos bataillons djiboutiens. Le chef d'état-major général des armées a remercié les efforts consentis par l'entrepreneur Moussa Abdoulaye depuis le déploiement du 1er bataillon djiboutien en Somalie. C'était en 2011, malgré la menace permanente et quotidienne de la milice Al-Shabaab. Et en guise de récompense pour le service rendu, le chef d'état-major général des armées a décoré M. Abdoulaye Moussa Awale de la médaille de l'officier de l'ordre national du 27 juin. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Feu Abdi Ali Diriye Igal, le fils aîné du défunt Ali Gab. Feu Abdi Ali Diriye était un sous-officier de l'armée nationale. Il laisse derrière lui une veuve et 10 enfants ainsi que des petits-enfants. Que le Très-Haut l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Ahmed Hamad. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Hassan. Et on va donc commencer par les États-Unis qui ont quitté donc au Conseil des droits de l'homme, le droit de l'homme à l'ONU. Et oui, effectivement, les États-Unis donc se retirent du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies basé à Genève, qui sape leurs intérêts nationaux d'après le secrétaire d'État Mike Pompeo. Le retrait a été annoncé par le secrétaire d'État et l'ambassadrice américaine à l'ONU. Le mandat des États-Unis au CDH donc expiré le 31 décembre 2019. Et Zaid Riyad Al-Hussein, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, s'est dit déçu par la décision de Washington et depuis son arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, a
Asma, depuis 2017. Il faut rappeler que les États-Unis se sont retirés de l'UNESCO, ont coupé plusieurs financements à des organes de l'ONU et annoncé leur retrait de l'accord de Paris sur le climat et de l'accord nucléaire avec l'Iran, endossé par les Nations Unies. Asma. Et on fait le point avec vous avec cette rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Et oui, ce sommet donc en avançant hier des propositions sur la création d'un budget de la zone euro et la question migratoire. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont chacun fait un pas vers l'autre. Et Emmanuel Macron et Angela Merkel donc peuvent souffler dorénavant. Ils ont chacun obtenu ce qu'ils étaient venus chercher à Berlin, donc, lors du sommet franco-allemand. Et pour Claire Demasnay, directrice donc, du programme franco-allemand de l'Institut allemand de politique étrangère, et donc, cette rencontre a permis à Emmanuel Macron et Angela Merkel d'afficher leur unité sur la scène européenne. Et s'il est impossible aujourd'hui de savoir si les réformes proposées auront effectivement un caractère historique, elles ont au moins le mérite, selon la spécialiste des relations franco-allemandes, d'avoir une forte valeur symbolique pour la relance du projet européen. Et à l'étranger, toujours Ahmed, plus de 500 migrants débarquent en Italie. Donc oui, concernant ces migrants, le navire Di Chioti des gardes-côtes italiens est arrivé donc hier au soir dans le port de Pozzallo en Sicile avec 522 migrants à son bord. Une dizaine de ces migrants très déshydratés, dont 6 enfants, 3 femmes et 1 homme, avaient auparavant été acheminés en priorité et pris en charge par la Croix-Rouge italienne. Donc un navire de l'ONG Sea-Watch appelé à la rescousse se trouvait à proximité et avait offert son aide à condition de pouvoir accoster avec ces migrants dans un port italien, ce que les autorités italiennes lui ont refusé. Asma. On parle de sport oui, le sport, le retour de Mohamed Salah n'y a rien fait. La Russie a surclassé donc l'Égypte en ouverture de la deuxième journée de la phase du groupe de la Coupe du Monde. Et après son festival donc en ouverture contre l'Arabie Saoudite, la Russie a encore fait le spectacle contre l'Égypte, 3-1 à Saint-Pétersbourg. Les coéquipiers donc de Robert Lewandowski n'abdiquent pas, mais butent systématiquement. Ils font donc un coup franc et le score n'évolue plus. C'est bien la première victoire africaine dans ce mondial. Donc, le Sénégal rejoint le Japon en haut du groupe H. Merci Ahmed pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie. Je vous retrouve dès demain pour le journal de 15h. Bonne soirée à toutes et à tous.